Le contrat. Le contrat, c'est... l'accompagnement socio-professionnel ne s'inscrit pas dans une registre à la Mauss de dons et de contre-dons. On est vraiment dans une logique de contrat et qui implique que le jeune ou l'usager soit reconnu et soit donc actif. C'est un consentement éclairé qui réinstille en quelque sorte le droit au respect de la personne et au travers duquel s'exprime une revendication égalitaire. Avec le contrat, pour reprendre la formule de Montaigne, Montaigne dit « Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». On est dans allumer un feu, on n'est pas dans remplir un vase. Les apports instrumentaux, ce sont tous les ateliers qui sont mobilisés et je pense que leur intérêt, c'est de considérer le jeune non pas systématiquement ou plus exactement exclusivement comme sujet individuel et isolé, mais aussi comme acteur collectif. Et de la sorte, de rompre le risque d'un huis clos trop psychologisant de la relation duel entre l'usager, le jeune et le conseiller référent, où pourraient se jouer des phénomènes de captation et finalement le glissement du prendre en compte vers un prendre en charge du travail social. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, la mobilisation des liens faibles, c'est-à-dire le capital social. On arrive à la fin. L'accompagnement socio-professionnel vise finalement à satisfaire ou à répondre aux besoins, aux caractéristiques de 4 personnages qui cohabitent en chacun d'entre nous et qui constituent notre identité. C'est-à-dire ces 4 personnages sont dans chacun, mais les combinaisons sont multiples et permettent que chaque identité soit évidemment singulière. Pour construire ce modèle-là, je me suis inspiré de plusieurs sources dont ça parlera peut-être à certains. C'est assez ancien, un ouvrage de Hall qui s'appelait « La dimension cachée ». Je me suis dit, voilà, on a globalement trois dimensions. On a la dimension petite, l'individuation, celle qui concerne les rapports que l'on entretient avec soi, son équilibre psychique, sa santé, son équilibre physique, ses proches, sa compagne, son compagnon, ses enfants. Et là, la personne qui est en jeu, c'est le sujet. Le sujet, par définition, est singulier. Et il est unique. Et chaque sujet cherche à s'accomplir. Chacun, ici, parmi vous, cherche à s'accomplir. Deuxième dimension, c'est le méso, l'intermédiaire. C'est la sociabilité. C'est les relations qu'on entretient avec les groupes de proximité, le voisinage, les amis, les collègues, les associations, etc., etc. Et là, ce n'est plus le sujet qui, par définition, est singulier, c'est l'acteur. L'acteur, par définition, lui, est collectif. Et l'acteur cherche à se lier. L'homme, cet animal social. Troisième dimension, c'est le macro. Les relations qu'on entretient avec la société, ses institutions, les normes, les règles, la politique. Et là, le personnage, donc on est dans la sphère du sociétal, et là, le personnage, c'est le citoyen, et le citoyen cherche à s'émanciper. On a donc ces 3 personnages qui constituent la sphère du social, où la finalité de l'accompagnement socio-professionnel, c'est de parvenir à l'autonomie. Et puis à cela s'ajoute une 4e sphère, qui est la sphère de l'économique, qui intervient sur les dimensions micro, méso, macro. Micro, par exemple, s'accomplir au travail. Méso, avoir de bonnes relations avec les collègues de travail. Macro, tout ce qui va tourner autour
du droit du travail, tout ce qui va tourner. Voilà. Et là, le personnage, c'est le producteur. Et le producteur, il cherche à subvenir à ses besoins. Et finalement, on a là les 4 personnages qui, selon les moments, etc., sont à telle ou telle situation de leur évolution, qui seront plus ou moins importants, ce qui permet de construire des identités toujours particulières, mais en tout cas, 4 personnages auxquels on apporte, avec l'accompagnement socio-professionnel, des réponses en termes d'accomplissement, de lien, d'émancipation et, puisqu'il s'agit bien d'accompagnement socio-professionnel, d'accès à l'emploi ou, en tout cas, de bénéfices de ressources. En conclusion, il me semble que l'accompagnement socio-professionnel concerne des jeunes ou des moins jeunes qui sont en risque de désinsertion. Perte d'emploi, perte de soi. Ce n'est pas le titre d'un ouvrage de Daniel Linhart. Ce n'est pas qu'un problème économique. Mais ne plus avoir d'emploi, c'est aussi ne plus avoir de moyens pour vivre et pour survivre. Il me semble que, d'un point de vue macroéconomique, on n'échappera pas à la nécessité éthique d'inscrire dans le marbre le droit à une indépendance financière. On ne va pas passer du temps à faire de la thérapeutique sociale si on ne règle pas le problème financier, et la situation de paupérisation de la jeunesse est aujourd'hui majeure. Il faut garantir l'indépendance économique dans une logique de conditionnalité avec un accompagnement par un professionnel. Deuxième idée, la différence entre jeunesse et adultéité, c'est finalement plus une question d'âge. C'est finalement l'idée que la jeunesse, c'est le temps des expérimentations, et l'adultéité, c'est le temps de l'expérience. Que sont les expériences, sinon des sédimentations des expérimentations, qui peuvent s'être soldées positivement ou négativement. Si vous avez été invité au vœu du préfet de région et à la séance Petit Four, et que vous y êtes allé en short avec un sombrero, normalement, vous avez dû vous rendre compte que vous n'avez pas choisi la bonne tenue vestimentaire. Si 1 an après, le préfet, révélant qu'il n'est pas rancunier, vous réinvite, et si vous retournez en short et en sombrero, vous n'aurez pas sédimenté une expérimentation en expérience. Vous restez éternellement jeune, et ça peut poser problème à partir d'un certain âge. Donc je pense que le travail de l'accompagnement socio-professionnel, c'est de permettre que les expérimentations de la jeunesse se sédimentent en expérience. C'est-à-dire qu'on leur permette d'acquérir les rôles sociaux qui leur permettront d'évoluer dans la société. Rôle social, c'est de ne pas venir avec un sombrero et en short au vœu du préfet de région. On a le droit de se tromper. On n'a pas le droit de se retromper. Évidemment, derrière cette logique de sédimentation, mais ce n'est pas que ça, loin de là, on va y trouver le portefeuille de compétences. Le fait de garder la mémoire, le fait aussi d'organiser la transférabilité. Les jeunes qui viennent dans les structures d'insertion, on en a une bonne partie qui sont non qualifiés. Ils n'ont pas de diplôme. Mais pour des emplois non qualifiés, par exemple dans le domaine de l'industrie,
vous allez rencontrer les chefs d'entreprise qui vont vous dire « le côté technique, vous tracassez pas. Ça, on lui apprendra. Par contre, on a besoin, nous, d'un jeune qui n'ait pas les deux pieds dans le même sabot, qui soit ponctuel, qui ne soit pas autiste, qui sache travailler en équipe, etc. » Autrement dit, tous des savoirs comportementaux. Eh bien, un jeune qui joue au foot est un jeune qui témoigne qu'il est capable de travailler en équipe. Eh bien, c'est ces choses-là qu'il faut identifier, inscrire et travailler en termes de transférabilité du champ social, de la sociabilité au champ professionnel. L'accompagnement socio-professionnel est également, tiré vers cette plus grande proximité pour vis-à-vis des entreprises. Et là, le passage, c'est le passage d'un accompagnement vers l'emploi à un accompagnement dans l'emploi. Et implique une démarche beaucoup plus proactive en direction du monde économique. Autre idée, quelle est la différence de l'insertion entre 82, date de naissance des missions locales, et l'insertion aujourd'hui? Je crois qu'il y a deux différences majeures. Première différence, c'est que il y a 30 ans, l'insertion débouchait sur une intégration qui était un État, quelque chose de plus stabilisé. Aujourd'hui, l'insertion débouche sur quelque chose a priori plus stabilisé, mais guère plus stabilisé. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que quand Schwartz écrit son rapport, il s'intéresse aux 200 000 jeunes qui sortent chaque année du système de formation initiale sans diplôme ni qualification. L'insertion ne concerne que ces jeunes-là. Aujourd'hui, l'insertion concerne la quasi-totalité d'une génération. On signe des papiers avec des masters, on leur met des mentions aux étudiants. Leur premier sujet de discussion en sortant de la salle, c'est comment on va s'insérer. Bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sauf si vous êtes fils d'eux et redoublant en droit, vous pouvez peut-être prétendre à la présidence de l'EHPAD, mais hormis cette exception-là, c'est toute une génération qui est marquée par l'insertion. Autrement dit, l'insertion est peut-être aujourd'hui quasiment synonyme de socialisation. Et dans ce cas, une politique d'insertion n'est pas uniquement une politique d'insertion, mais c'est une politique jeunesse. Et dernier point, je trouve qu'il y a une façon de regarder l'insertion en portant l'épée et la culpabilité d'un seul côté, qui est celui des intervenants sociaux. Et qu'à eux, on leur demande de façon permanente d'évoluer. L'autre côté me semble évoluer assez peu. Il me semble qu'il y a un travail à faire sur l'interaction dans les représentations des intervenants, mais également celle des entreprises. Et il y a un réel travail de civilisation des entreprises à faire. Je vous invite à sauter, je dirais presque tel la vérole sur le bas clergé, sur la problématique de la responsabilité sociétale de l'entreprise, sur les écrits du Centre des jeunes dirigeants, sur l'ISO 26000, qui est une norme hors norme, une norme éthique, sur laquelle aucun militant de l'éducation populaire ne trouverait à redire, et de vous saisir de ces thèmes-là pour entreprendre réellement un travail de relation et de civilisation des entreprises. Voilà, je vous remercie.